Arrivant de Chiang Rai et du Triangle d'Or en Thaïlande, notre entrée au Laos se fait par la ville frontalière de Chang Hong, ville en bordure du Mékong, d'où nous embarquerons pour une croisière d'une journée pour atteindre Bac Ben, notre étape du jour. Il me faut d'abord vous parler de ce fleuve, le Mékong. Il n'est pas un long cours d'eau tranquille et inoffensif d'environ 4900 km. La navigation peut s'y avérer parfois difficile en cause de sa faible profondeur en saison sèche et des rapides dont il est parsemé le long de son parcours. Accueillis à l'arrivée de notre barge par les enfants du village, nous allons être guidés et atteindre un lieu typique situé sur les hauteurs des berges du fleuve. Ce lieu authentique est constitué de constructions en bois, abritant différentes familles de cultivateurs et quelques pêcheurs. Ces derniers ne produisent que des produits pour leur usage personnel. Ils vendent l'alcool, c'est 1 litre, c'est 20 000 litres. La température, c'est 45-50 degrés. L'alcool, ah oui, quand même. Hein. La vie quotidienne ici, c'est les cultivateurs. Ils plantent le maïs et le riz dans la montagne. Voilà. Ici, il n'y a pas encore la route. L'eau, c'est un peu difficile, hein, parce que ici, il y a il y a les réserves d'eau dans la montagne. C'est encore financé par projet ONG. Nous pouvons observer ici des parties claires sur les berges. Elles représentent la hauteur immergée à la mousson. Cette élévation supplémentaire peut atteindre de 9 à 15 mètres, mais parfois plus. S'arrêter pour la visite de village. Oui. On prend 1h30, on descend pour 1h30, après on s'arrête. C'est à bord d'une embarcation à faible tirant d'eau que le départ est donné pour une croisière sur la rivière Nam Ho, un des affluents du Mékong. Cette dernière est certainement la plus photogénique du Laos. La manifestation de ce phénomène hydraulique appelé rapide est un segment de rivière ou de fleuve très agité lorsque le lit de celle-ci présente une pente avec un fort gradient. Cette pente génère une accélération du courant et provoque de fortes turbulences. Le paysage qui s'observe ici est composé de montagnes karstiques, reconnaissables par l'organisation tourmentée du décor, mais aussi par leur forme singulière. Ces dernières sont constituées majoritairement de roches carbonatées et crayeuses. Le nom de ce village, il s'appelle Sop Tiem. Les minorités, c'est les Lao Lum. Il y a 53 familles dans ce village. Il y a 10 familles, c'est les Kamo, participé avec les minorités de Lao Lum. La vie quotidienne ici, c'est les femmes elles font le tissage, ce village artisanal. C'est les hommes qui font la pêche et la chasse. Ils plantent aussi le maïs, le riz, comme les autres minorités. Lao Lum, c'est le tribu de Lao des Plel. C'est la religion, c'est bouddhiste. Dans ce village, il y a des temples, il y a des monastères. La maison, c'est sur pilotis. Le style de la maison, c'est sur pilotis, construit en bambou et les bois.
Comme nous pouvons le découvrir, la singularité de ce village repose sur la spécialité du tissage de très haute qualité. La majeure partie de la production tient à une technique qui associe coton et soie. La trame est réalisée avec des fils de coton épais, souvent de couleurs différentes, ce qui leur confère un aspect moiré, tandis que les motifs sont tissés à partir de la soie. C'est 40 000 kits. Ce lieu est chargé d'histoire. C'est d'abord le site d'une ancienne cité Chapasak, fondée au 5e siècle par de Vignaka, mais également le théâtre d'une tragédie plus récente et douloureuse pour les habitants, la guerre du Vietnam. Le nom de ces grottes s'appelle Cang. À l'époque de la guerre, l'Indochine, américains qui font bombarder très fort, les Laotiens ils se cachent dans ces grottes ici. Même qu'il y a vingtaine de Laotiens qui sont morts. Parce qu'il y a 3 millions de tonnes de bombes américaines à l'époque de la guerre d'Indochine. Il y a la piste de Ho Chi Minh, c'est pas loin de d'ici. Il y a 60 familles, ils se cachent dans ces grottes ici. Et il y a on fait l'hôpital et l'école ou bien la maison à l'intérieur de la grotte ici. Le développement de ces populations se fait en partie par l'État avec les faibles moyens dont il dispose, mais également par des organisations humanitaires comme celle-ci. GIF a permis la construction d'un internat dans ce village. Ici, c'est la section secondaire pour les jeunes du hameau, mais également pour d'autres plus éloignés. Outre l'enseignement classique des matières de base, elle perpétue la transmission de traditions locales telles que l'apprentissage des danses culturelles. L'eau a toujours été un symbole fort dans toutes les croyances. Il en est de même ici au Laos. Cet édifice grandiose, face au Mékong, est composé de 2 grottes creusées dans la roche calcaire par les habitants de la région. Il est un sanctuaire dédié à Bouddha, qui est la représentation de la pureté, donc de l'eau. De Pa'ou. Pa'ou, parce qu'il y a l'embouchure de la rivière de Nam U et le Mékong. Ça, c'est l'endroit sacré de la religion bouddhiste. La hauteur, c'est 80 mètres. C'est l'ancien monastère dans la 2e grotte.
La première grotte, nommée Thang Ping, est assez facile d'accès et représente un ensemble de statuettes de Bouddha dans différentes positions. Certaines de ces pièces sont âgées de plusieurs siècles. Le second site se situe plus haut. Il faudra gravir environ 250 marches dans la montagne et s'aventurer à la lisière de la jungle pour découvrir Thang Phong. Il est temps à présent de regagner l'embarcation et poursuivre la descente du fleuve Mékong que nous avons rejoint. Quelques heures de navigation nous conduiront sur notre prochain objectif à la frontière du Cambodge. C'est à bord d'une embarcation locale que nous allons naviguer plusieurs heures durant en direction de la frontière cambodgienne. Sur notre parcours, une région très particulière en cette saison, les 4000 îles, et des rapides spectaculaires sur 11 km. C'est pourquoi on peut conquérir Nous sommes arrivés sur l'une des îles importantes à l'époque des colonies. L'élément majeur de l'explication de notre accompagnateur est qu'à cet endroit, les Français avaient installé leur siège administratif pour le développement du commerce. Nous pouvons encore à ce jour retrouver des traces de leur implantation, comme un chemin de fer et les vestiges d'une locomotive, mais également des maisons coloniales. Nous sommes ici sur des terres anciennement colonies économiques françaises. C'est en 1858, sous le Second Empire, que la Cochinchine est créée et rassemblera plusieurs territoires différents conquis entre 1857 et 1907 en Asie occidentale. Cela permit à la France de bénéficier dans les années 20 d'un essor économique important grâce au transfert de matières premières telles qu'EVA, le riz et divers minerais pour ne citer que les principaux. La France a laissé sur ses territoires des écoles, des hôpitaux et des chemins de fer comme nous pourrons le voir ici. À l'époque coloniale française, qui conclut en 1910. C'est pour déplacer les marchandises. Voilà. Et à partir de ce port-là, il y a une petite voie ferrée de kilomètres vers le sud de Île-de-Dé, vers le pont. C'est le pont qui relie entre Île-de-Dé et Île-de-Fort. Voilà.
fait chaud, il faut On est longtemps. Oui, oui. Que nous visitons tout à l'heure. Voilà. Notre guide nous montre ici le trajet de la voie ferrée installée par les Français. Cette voie a permis de rejoindre les deux îles entre elles grâce à la construction d'un pont. Cette liaison fut un élément économique important. Ce que vous faire ici, il y a le train qui passe vers Jabakadé. Pi signifie esprit ou des fantômes. Voilà. Ça, les suites de l'épis, ce sont les suites des fantômes. Pourquoi on dit comme ça? Parce que d'autrefois, en amont, il y a des hommes et des animaux qui sont bloqués en amont de suite. Et puis, ils sont morts. Ils sont morts, ils deviennent un cadavre, des cadavres, ils deviennent esprit. C'est pourquoi on dit que ces suites-là, on dit que c'est suites des fantômes. Signifie les suites, le lipi. Ces chutes, formées essentiellement de rapides, sont à l'origine de la construction du pont entre les deux îles et du chemin de fer réalisé par les Français en 1910, comme nous l'avons vu. À cette époque, ils avaient essayé en vain de franchir ces rapides très tumultueux en saison sèche, mais totalement déchaînés à la mousson, comme nous pouvons le comparer ici. Et les chutes de Papin, on dit qu'on a nommé que ce sont les chutes les plus grandes de l'Asie du Sud-Est. Voilà, 1 kilomètre de le large comme chute de l'Épi et des chutes de 15 mètres. Voilà. Il est vraisemblable que ces courageux pêcheurs ne devraient pas tenter de pêcher ici, dans ces conditions, un des plus impressionnants poissons d'eau douce vivant dans cette partie du fleuve, le poisson-chat géant ou Pangas cyanodon gigas. Sa taille peut atteindre 3 mètres pour un poids de 300 kg. C'est sur ces images de courage que se referme cette découverte des peuples du Mékong au Laos. Ce qui m'a surpris dans ce voyage, c'est les faibles moyens de survie de ces populations, qui malgré cela semblent parfaitement heureuses et vivent en parfaite harmonie avec leur environnement. Il y a là de quoi méditer sur nous-mêmes.